Au sommaire, la famille d'Abdou Elenking Diatta s'exprime pour la première fois depuis la mort du secrétaire général autoproclamé du MFDC. Abba Diatta, frère d'Abdou Elenking, que vous allez entendre, dit souhaiter connaître l'auteur de la tuerie. La famille déplore par ailleurs que l'autopsie sur les corps n'ait toujours pas été faite. Échec de la rencontre syndicat d'enseignants du G7 et représentants du gouvernement. Les deux parties se sont quittés sans aucune avancée. Les enseignants pointent du doigt l'attitude du ministre de la fonction publique sur le protocole d'accord des producteurs de pommes de terre de la zone des Niayes. Menace d'abandonner l'horticulture, c'est un signe de protestation contre une décision de l'État de réduire les quantités de semences subventionnées. Ces producteurs annoncent un risque de pénurie de pommes de terre. La page des sports, ce sera avec Youssouf Bodian au menu. Génération foot prête pour franchir l'obstacle béninois en Coupe CAF. Le match a lieu demain à Thiès. Le tour du web avec Baye Hassan Diao, l'invité Abba Diatta, frère d'Abdou Elenking. Ce journal est assuré, la mise en onde est assurée par Abdou Chama. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Diourbel, le corps sans vie d'un homme de 30 ans découvert non loin du lycée de la région. Selon nos informations, la victime se serait immolée par le feu. Babacar Diouf. Couché sur le flanc gauche, les jambes repliées sur le corps, les mains en l'air, l'homme a été retrouvé mort à l'aile est du lycée d'enseignement technique Cheikh Ahmadou Bamba de Diourbel. Il s'est aspergé d'essence avant de mettre le feu sur son corps. Le buste, les hanches, toute la tête ont été complètement calcinées. La quarantaine révolue, Mbaye Diallo serait atteint de crises psychiques qui font que par moments, il n'arrive plus à se contrôler. C'est aux environs de 17h passées que les éléments du sapeur-pompier de Diourbel ont été informés de la présence d'un corps sans vie dans ces parcelles en construction devant la nationale numéro 3. Le corps de la victime, identifié par les éléments du commissariat urbain de Diourbel, a été déposé à la morgue de l'hôpital régional. Une enquête est déjà ouverte. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. La famille du défunt secrétaire général autoproclamé du MFDC, Mouvement des forces démocratiques de Casamance, demande aux autorités de ce pays d'ouvrir une enquête pour mettre la lumière sur la mort d'Abdou Elenking Diatta. Son frère aîné, qui a parlé au nom de la famille, réclame une autopsie pour en savoir plus sur les circonstances de la mort de son frère. Abba Diatta, que je vous propose d'écouter, c'est un extrait de l'entretien qu'il a accordé à notre correspondant à Ziguinchor, Lamine Ba. Nous sommes là en tant que frères de Abdou Elenking Diatta, en tant que famille de Abdou Elenking Diatta. Donc nous avons le droit d'exprimer notre douleur par rapport à la disparition tragique de Abdou Elenking Diatta. Maintenant, la procédure qu'il faudra pour connaître les commanditaires ou ceux qui ont fait cet acte, je pense que ce n'est pas à nous de le dire, c'est aux autorités compétentes qui sont là pour ça, qui doivent le faire. Est-ce que l'enquête a démarré d'abord par rapport à vos informations et qu'est-ce que vous attendez de cette enquête? Je pense que nous n'avons aucune information par rapport à une enquête qui serait en cours. Pourquoi je voudrais quand même le préciser. En tant que membre de la famille, nous n'avons aucune information par rapport à une enquête qui serait en cours. Mais vous savez, c'est des individus, des personnes, des Sénégalais, des citoyens sénégalais qui ont été. Et pour faire son deuil, il faut récupérer au moins la dépouille mortelle de votre parent pour pouvoir au moins continuer à faire le deuil. Mais il s'avère que jusqu'à présent, depuis le dimanche, jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons aucune information par rapport aux procédures judiciaires qu'on voudrait au moins qu'elles soient. Est-ce qu'à ce jour, vous avez des informations sur lesquelles l'autopsie n'a pas encore été faite? Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où je vous parle, aucune autopsie n'a été faite. Parce que depuis lundi, on est en train de nous faire valser de brigade en brigade et que jusque-là maintenant, les autopsies n'ont pas été faites. Est-ce que vous avez été entendu dans le cadre de l'enquête? Dans le cadre de l'enquête, nous qui sommes à Ziguinchor, qui n'avons pas assisté à la cérémonie à laquelle Abdou Elenking a été assassiné, nous n'avons pas été entendus. Mais peut-être que ceux qui sont au village, qui ont assisté, ont été entendus.
Abba Diatta, frère d'Abdou Elenking Diatta, que vous entendrez en exclusivité. Il sera notre invité en fin de journal. Je rappelle que Abdou Elenking Diatta, secrétaire général autoproclamé du MFDC, a été tué dimanche alors qu'il participait à une cérémonie traditionnelle. Il a été donc tué en même temps que 2 autres personnes. Depuis la construction du pont de Farafenni et la réfection de la route d'Ingirai-Nioro Kër Ayib, le département est devenu une zone de transit très dense. La population estimée aujourd'hui à près de 370 000 habitants augmente de façon exponentielle. À cela s'ajoute la cité religieuse de Porokhane. Pour toutes ces raisons, Nioro demande le respect d'une promesse d'installation d'un commissariat de police afin de renforcer la sécurité des personnes et des biens. Ibrahima Diamé. C'est une forte préoccupation du maire de la commune de Nioro compte tenu de la position frontalière du département et de l'évolution démographique. Cette localité doit indispensablement disposer d'un commissariat de police. Le maire Momatba a profité de la cérémonie d'installation du nouveau préfet de Nioro pour rappeler à l'État sa promesse non tenue. Monsieur le gouvernement tarde à réaliser le commissariat de police de Nioro alors que le conseil municipal avait octroyé un terrain depuis 2014. Le marché approuvé et l'entrepreneur désigné depuis 2017. En décembre 2017, lors du vote du budget, l'ancien ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo avait annoncé sa construction en 2018. Hormis sa position géographique, le département de Nioro est une localité où se tiennent beaucoup d'événements religieux, notamment le Grand Magal de Porokhane, et avec la construction du pont de Farafenni, la localité souffre davantage à toutes sortes de menaces. Depuis en janvier 2019 du pont sur le fleuve Gambie et la mise en place des infrastructures routières, commerciales, socio-économiques, la ville de Nioro est entrée dans une phase de vivacité économique sans précédent. Il faut donc sécuriser les personnes et leurs biens. Aujourd'hui, le département de Nioro abrite une population d'environ 370 000 âmes. Après 3 ans d'exercice dans ce département, le préfet Pape Malick Ndao passe le flambeau à Abdoul Aziz Diagne, nommé comme nouveau préfet du département. Ibrahima Diamé Nioro, Radio Futur Média. Ibrahima Diamé à Mbacké aussi, il y a une passation de service entre préfets. Mamadou Martakha Diop remplace Mamadou Lamine Mané en poste après 4 ans de service. La cérémonie s'est tenue à la préfecture de Mbacké. Le compte-rendu de Mariama Diop. Après 4 années de bons et loyaux services à Mbacké, le préfet Mamadou Lamine Mané passe le relais à son successeur. Dans son discours d'adieu, il a remercié toute la population de Mbacké avant de solliciter des prières pour la réussite dans sa nouvelle mission. Mamadou Lamine Mané, préfet sortant. Aujourd'hui n'est pas un jour de bilan. Vous tous savez ce qui s'est fait durant mon séjour dans le département grâce à l'État et à l'appui de tous les acteurs confondus dans la grâce du Tout-Puissant. Mais en venant à Mbacké, j'avais entre autres résolutions d'associer les couches et tous les services techniques déconcentrés à la prise de décision. J'ai fait ce que j'ai pu, modestement. Je présente mes hommages déférents à Mme Diop. Et nous voulons que, avec son mari, je vous souhaite la bienvenue ici. Conscient de la spécificité de la zone, le nouveau préfet Mamadou Martakha Diop se dit prêt à faire face aux enjeux qui l'attendent. Les sentiments qui m'animent sont de fierté et de responsabilité. Sentiment de fierté parce que la cérémonie de passation de service au sein de l'administration territoriale est toujours l'occasion de célébrer l'État. Sentiment de responsabilité eu égard à la dimension symbolique et à la particularité très marquée du département de Mbacké, autant sur le plan du vécu administratif que du point de vue religieux. La cérémonie de passation de service s'est déroulée en présence des autorités administratives et religieuses du département. Mariama Diop, Mbacké, RFM. À Richard Toll, débat autour de l'arrêt des travaux du pont Zermatt et les défauts d'éclairage public. Le maire de la commune précise que l'arrêt des travaux n'est pas du fait de la mairie, mais de l'entreprise chargée de les exécuter. Pour l'éclairage public, Amadou Mam Diop annonce l'installation de poteaux électriques. Il l'a fait savoir en réunion de conseil municipal.
Mamadou Diagne. Les travaux du pont de Sermat demeurent une problématique qui ne cesse d'alimenter les débats à Richard Toll. Des travaux qui sont aux arrêts depuis des mois. Chose jugée anormale par le maire de la commune Amadou Mame Diop. Une situation qui s'explique selon lui par le non-respect des engagements pris par les entreprises chargées d'exécuter les travaux du projet. Pour le pont Sermat, comme nous l'avons dit, c'est un projet tripartite, mais nous sommes désolés de dire qu'à ce stade, ça n'avance pas parce que l'ADEME qui nous doit autour de 350 millions sur le précol n'arrive pas à payer les factures, mais nous restons toujours, nous travaillons en concertation avec l'ADEME, l'AGETIP et le ministère des Finances pour trouver une solution heureuse à cette situation. Ce dernier compte améliorer l'éclairage public dans les quartiers de la commune. Cela pour mieux sécuriser la population qui, depuis des jours, ne cesse de rencontrer des problèmes d'insécurité. Notre défi premier, c'était l'accès à l'électricité à tout le monde. Ça, ce n'est plus un débat à Richard Toll. Toutes les maisons ont accès à l'électricité. Maintenant, ce qui reste, c'est d'améliorer au niveau des quartiers l'éclairage public. Et dans certaines zones, mais dans la plus grande partie des quartiers, c'est déjà effectué. Il reste peut-être quelques zones, quelques points noirs qu'il faudrait peut-être amener à éclairer plus. Autre problème dont souffrent ces populations, celui de l'accès à l'eau. Et sur cette question, le maire rassure et précise qu'une extension de 20 km a été faite, et cela pour éradiquer ce fléau dans toute la commune. Mamadou Diagne, Richard Toll, Radio Futur Média. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Soir. RFM Soir. Pape Besdiba. Les syndicats les plus représentatifs regroupés au sein du G7, syndicat d'enseignants, ont rencontré le ministère de la fonction publique, une rencontre qui s'est terminée en queue de poisson. Les enseignants qui ont quitté la table dénoncent l'attitude du ministre qui, selon eux, fait dans le clair-obscur, notamment en ce qui concerne le protocole d'accord. Le compte-rendu d'Abdoulaye Diop. Ce qui était parti pour durer des heures n'a duré que le temps d'une rose. La réunion de monitoring entre le G7 et le ministère de la fonction publique s'est terminée en queue de poisson, une situation que déplore Saourou Sène, membre du G7 et secrétaire général du SAEMS. Conformément à l'agenda, nous devions avoir une rencontre de monitoring avec la fonction publique. Et malheureusement, le constat est fait que la fonction publique n'est pas prête à dire exactement devant la représentation syndicale qu'est-ce qui a été fait en termes de respect de ce protocole d'accord. L'autre point non moins important sur lequel le G7 veut des éclairages est la question relative aux lenteurs administratives. Saourou Sène. Toutes les difficultés des enseignants résident dans les lenteurs administratives. Et ce qui est très grave, c'est que des gens n'hésitent pas à vous dire que mon acte est en signature depuis 4 ou 5 mois. Mais à partir de ce moment, il était important qu'on nous dise exactement aujourd'hui quelle est l'origine de ces lenteurs, ces difficultés à signer des actes. Et par conséquent, donc, c'est important. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avions pas accepté quand même qu'on fasse encore dans le faire semblant. Le G7 et le ministère de la fonction publique vont se retrouver à nouveau ce jeudi 31 octobre. Les producteurs de pommes de terre de la zone des Niayes ne sont pas du tout contents. C'est parce que l'État a décidé de réduire les quantités de semences subventionnées. Une décision que les producteurs n'arrivent pas à supporter. Certains menacent d'ailleurs de quitter le secteur de l'horticulture. Le reportage de Cheikh Anta Diop. Ce sont des producteurs d'oignons, de pommes de terre et de toutes sortes de légumes. Ils viennent de Kayar, Mboro, Gandiol, Potou, dans la zone des Niayes au cours de leur assemblée générale tenue à Mboro. Ils ont fustigé la décision de l'État de vouloir réduire le taux de subvention des semences destinées aux producteurs de pommes de terre. Issa Omar Bass, le président de l'Association des producteurs agricoles du Sénégal. Les semences constituent en fait l'une des parties qui sont les plus coûteuses dans la production de pommes de terre. L'État nous a accompagnés en accordant des subventions sur la semence. Maintenant, tout d'un coup, sans avertir qui que ce soit, sans informer les agriculteurs, l'État a décidé de réduire la quantité qui est subventionnée de 20 000 tonnes à 12 000 tonnes et de réduire le taux de subvention de 60% à 46%. Ça va déjà avoir un impact très négatif sur les capacités des producteurs à s'acquérir
de ce bien précieux. En plus de ces difficultés, l'octroi des agréments pose également problème. On donne des agréments pour les importations de semences à des personnes qui ne le méritent pas. Ils ne sont pas dans la production, ils ne sont pas dans la commercialisation. Pour ces agriculteurs, l'État doit faire face à cette situation. Parce que c'est la survie de beaucoup de familles qui dépendent de ça. Ce sont des centaines de milliers de familles qui risquent de se retrouver dans de sérieux problèmes, dans la pauvreté. C'est pourquoi ils exhortent les autorités en charge de l'agriculture à préconiser des solutions pour augmenter la production de pommes de terre. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Plus de 2 milliards de personnes sont victimes d'insécurité alimentaire à l'échelle mondiale. C'est ce qu'indique le rapport de la FAO sur l'état de la situation alimentaire 2019. Une situation que l'organisation juge alarmante et invite les gouvernements à accroître la disponibilité et l'accessibilité d'aliments variés et nutritifs pour une alimentation saine. Une interpellation bien reçue par le ministre de l'Agriculture du Sénégal qui répond par 8 grands programmes. Le compte-rendu de Oumou Dieganyang. Les résultats du rapport 2019 sur l'état de la sécurité alimentaire se révèlent alarmants. Guanto Roberguet, coordonnateur du bureau sous-régional de la FAO. À l'échelle mondiale, il y a plus de 2 milliards de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave. C'est important que nous le sachions, également que nos décideurs politiques soient informés de ce chiffre-là que la FAO vient de publier. Une situation à laquelle la population en a une part de responsabilité, selon Aboubakar Diouf, représentant du ministre de l'Agriculture. Et nos pratiques alimentaires nous condamnent aussi. Il ne s'agit pas seulement de régler les problèmes de disponibilité, mais il y a également l'utilisation des produits. C'est très important de penser au choix des produits. On a beau produire, diversifier la production, mais c'est important dans la préparation de recettes culinaires de penser au choix. Non seulement le choix des aliments, mais l'utilisation optimale, le dosage. Donc vous avez Des mesures sont prises pour éradiquer l'insécurité alimentaire au Sénégal. Programme national de bourse de sécurité familiale avec un objectif d'un peu plus de 4000 ménages et dont l'articulation à des activités de production agricole pourrait contribuer au renforcement des moyens d'existence et à l'autonomisation des bénéficiaires. D'ailleurs, agir pour l'avenir, une alimentation saine pour un monde fin zéro, c'est le thème de la Journée mondiale de l'alimentation 2019. Une journée qui va être célébrée ce jeudi au Sénégal. À 22h passées de 16 minutes avant la page des sports, les hommes politiques sont souvent à l'origine des conflits intercommunautaires selon Bakary Samb. Le directeur de Timbuktu Institute appelle les dirigeants à tenir des discours apaisants afin d'éviter la violence dans leur pays. Bakary Samb a tenu ses propos lors du séminaire régional cet après-midi, séminaire qui a pour thème coopération sécuritaire au Sahel à l'heure des conflits intercommunautaires. Nous écoutons Bakary Samb au micro d'Oumar Mbow. Dans l'exemple de la Côte d'Ivoire, dans l'exemple d'autres pays comme la Guinée aujourd'hui, ce sont les politiques qui instrumentalisent les divisions communautaires. De la même manière que les terroristes jouent sur les divergences entre les communautés, les discours politiques, certains discours politiques extrémistes, certains discours politiques faisant référence à l'ethnie, à la région, peuvent amener des conflits intercommunautaires. Et je crois que nous devons attirer l'attention des politiques pour qu'il n'y ait pas une surenchère autour de l'analyse des conflits intercommunautaires qui pourraient mener à des conflits beaucoup plus sévères. Pour arriver à une crédibilisation du discours sur le terrorisme, sur la lutte contre le terrorisme, il faudra traiter ces faits de manière égalitaire et être dans une forme de déontologie qui nous permette de signaler les faits, de les qualifier. Quand les faits sont terroristes, il faut dire qu'ils sont terroristes. Ce qui s'est passé en France hier est bien un acte terroriste. Et ça a été nourri par les discours qu'on a laissé prospérer, des discours des droites nationalistes, plus certains intellectuels qui jouaient sur la fibre identitaire et qui ont conduit à de tels actes qui sont répréhensibles. Youssouf Bodian, bonsoir. Bonsoir, Parbès. RFM Sport. Alors, c'est l'heure de la page des sports. Youssouf, nous démarrons avec du football. Coupe du monde des moins de 17 ans. Le Nigeria et l'Angola, des représentants africains en huitième de finale.
Les deux sélections africaines donc ont remporté tout à l'heure leurs 2 premiers matchs. Le deuxième, c'était donc pour le Nigeria face à l'Équateur, 3-2. Les champions du monde en titre, menés au score par 2-1, ont égalisé à la 84e minute de jeu et marqué donc le but de la victoire à la 89e. Triplé de Ibrahima Saïd, 17 ans, qui propulse donc le Nigeria en 8e de finale. L'Angola s'est également qualifié en battant la Nouvelle-Zélande par 2-1 pour leur première participation. Les Palancas Negras cadets vont donc jouer en 8e de finale de la Coupe du Monde. La deuxième sortie du Sénégal ce mercredi à 20h. Les Lionceaux affrontent les Pays-Bas pour également une place en 8e de finale après leur victoire sur les États-Unis. Dans l'autre match du groupe, le Japon, qui avait battu les Pays-Bas par 3-0, vont défier les États-Unis. Match prévu également demain mercredi à 20h. En Coupe des Confédérations africaines, Génération Foot entre en lice demain. C'est pour le compte du match aller du tour de cadrage donc, de la Coupe des Confédérations. GF qui joue à 18h au stade Lat Dior de Thiès. Les Grenats affrontent Ezaé FC du Bénin. L'objectif pour le champion du Sénégal, gagner en évitant de prendre des buts. L'entraîneur Djibi Fall était face à la presse aujourd'hui à Thiès. Ses propos sont recueillis par Abdourahmane Diallo. Il faut tout faire pour jouer la qualification à domicile parce qu'il y aura un match aller-retour et essayer de tout faire pour marquer 3 buts ou bien même plus et ne pas encaisser pour pouvoir maintenant se déplacer sereinement. Mais nous savons que ce ne sera pas facile parce que l'adversaire aussi va jouer sa peau. L'adversaire est à l'extérieur. L'adversaire, je suis sûr que sera derrière en essayant de jouer les contres. Mais c'est à nous maintenant d'être plus intelligents et beaucoup plus audacieux aussi devant pour pouvoir maintenant scorer le maximum possible. Parlant de l'adversaire, vous avez une idée sur cette équipe? Absolument, parce qu'hier on a fait une séance vidéo avec les joueurs, avec le staff, pour pouvoir maintenant analyser l'adversaire et voir maintenant quelle stratégie mettre pour pouvoir les attaquer. Mais il faut d'abord poser notre football, c'est-à-dire basé sur des attaques placées, passer par les côtés, d'abord des centrés et beaucoup de présence dans la surface. Moi je pense que si on met un football rapide, avec de la vitesse, avec de la verticalité, je pense que dès les premières minutes, on peut scorer. Djibi Fall, l'entraîneur de Génération Foot, qui va faire face à Ezaé FC, École supérieure d'administration et d'économie du Bénin. Le vainqueur de la Coupe du Bénin est donc novice dans cette compétition, mais veut défendre ses chances face au Grenat. Propos de l'entraîneur de Ezaé FC, Bio Richard. Il est toujours au micro de Abdourahmane Diallo. Nous sommes une jeune équipe, donc nous venons ici défendre nos valeurs. Nous avons l'état d'esprit, c'est la gagne. Il faut aller montrer demain au peuple sénégalais ce que nous savons faire. C'est-à-dire, si nous sommes à ce niveau, montrer ce que nous avons fait jusque-là. Mais nous ne nous affolons pas, nous gardons la tête sur les épaules, faire ce que nous savons faire, compter sur nos valeurs et présenter un bon spectacle au peuple sénégalais. Et est-ce que vous avez une idée sur l'équipe adverse? Non, nous n'avons pas une idée sur l'équipe adverse, seulement ce que nous savons, c'est que nous jouons contre le champion du Sénégal. Et en matière de football en Afrique, le Sénégal est une référence. Donc l'équipe championne du Sénégal, ça doit être une grande équipe. Il y a cet aspect de la chose que nous connaissons. Mais après ça, nous n'avons vu que cette équipe jouer face à notre équipe nationale, où on nous a dit que l'équipe sénégalaise regorgeait de la majorité des joueurs de Génération Foot. C'était donc Bio Richard, l'entraîneur de Ezaé FC qui affronte Génération Foot demain au stade Lat Dior de Thiès à 18h à suivre sur RFM. Au sifflet, un trio mauritanien avec comme arbitre central Boubacar Sarr. Il remplace le Tanzanien Ismaël Chijinga qui avait donc été désigné par la CAF pour arbitrer ce match. Il a été remplacé sur demande de la Fédération sénégalaise de football qui a donc estimé que les délais étaient très courts pour effectuer les demandes administratives lui permettant d'obtenir le visa d'entrée au Sénégal. Youssouf, on a joué en Europe et le Barça a été sans pitié. Effectivement, ils ont écrasé cette équipe de Valladolid qui est 8e de la Liga. 5-1, doublé de Messi qui a encore marqué un très beau coup franc. Également, l'Anglais a marqué, Vidal et Suarez, 5-1 pour le Barça. Atlético Madrid accroché à Alaves, 1 but partout au classement. Le Barça plutôt dépasse de 3 points le Real Madrid qui va affronter Leganés.
On a également joué en Italie où l'Inter de Milan est allé battre Brescia par 2-1. Les Interistes donc qui occupent provisoirement la première place du championnat italien en attendant donc le match de la Juve, donc l'Inter qui passe devant au classement. On va parler de basket pour terminer. Le basketball avec les meilleurs joueurs de la saison connus chez les garçons. Le roi s'appelle Pape Moustapha Diop. Il est de l'AS Douanes. Il conserve sa couronne de roi. Pape Moustapha Diop donc, qui a remporté le championnat du Sénégal avec les Gablous. C'était face au Duc. La reine, c'est